Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Aujourd'hui, on reprend où on a laissé la semaine dernière. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Est-ce qu'on peut congeler des œufs? La réponse est oui. Pour des œufs entiers, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut battre l'œuf pour que le jaune et le blanc se mélangent ensemble. Pour congeler le blanc, on le congèle tel quel. Et si vous voulez congeler du blanc d'œuf, vous allez ajouter un petit élément acide dedans, comme un petit peu de jus de citron, un petit peu de vinaigre ou un petit peu de crème de tarte. Ça va éviter que le jaune à la décongélation fasse des grumeaux. Les œufs en pâtisserie, en fait, il faut distinguer le blanc du jaune parce qu'ils ont des propriétés qui sont différentes. Le jaune va jouer un rôle d'épaississant quand on le chauffe doucement, comme dans une crème anglaise ou une crème pâtissière ou une crème brûlée, par exemple. Il sert aussi à émulsionner quand on incorpore de l'air et de l'humidité ensemble, comme pour un sabayon, par exemple. Dans une pâte à gâteau, le jaune d'œuf sert de liant et sa forte teneur en gras apporte aussi un côté moelleux au gâteau. Le blanc apporte surtout de la tenue lorsqu'il est incorporé dans une pâte à gâteau. Un œuf monté en neige, ça va donner beaucoup de légèreté à un gâteau aussi. Les bulles d'air, dans le fond, ils se dilatent sous l'effet de la chaleur. Avec le blanc d'œuf, bien sûr, on fait des mousses extraordinaires et des meringues tellement parfaites. Pour un maximum de volume, les blancs d'œuf doivent être à température de la pièce lorsqu'on les monte en neige et l'ajout d'un élément acide comme la crème de tarte va contribuer à raffermir la mousse. Quand on monte nos œufs en neige, toute présence de corps gras dans le blanc va empêcher l'œuf de monter en neige. Quand je parle de corps gras, je parle d'huile, de beurre, de jaune d'œuf aussi. Donc, de manière générale, les œufs vont lier la pâte, vont y donner du volume et vont le rendre plus moelleux. Pour la génoise, première étape, on allume le four à 350 et on place une grille au centre du four. Pour la génoise, on a besoin de une tasse de farine, une tasse de sucre, 6 œufs tempérés, une cuillerée à thé de vanille, un quart de tasse de beurre fondu. Ensuite, on va préparer notre moule de cuisson. Alors, ça peut être une plaque 12 par 17 qu'on va mettre un papier silicone dans le fond. Si vous utilisez une plaque plus grande que ça, dans le fond, ce qui va arriver, c'est que votre gâteau va être trop mince. Vous pourriez aussi utiliser 2 moules ronds. Alors, pour les moules ronds, ce qu'il faut faire, c'est de découper 2 cercles de papier parchemin aussi que vous allez déposer dans le fond de vos moules. On ne beurre pas les bords des moules. Ce qu'il faut comprendre quand on fait une génoise ou un gâteau roulé, c'est que dans la recette, ça ne prend pas de poudre à pâte. C'est vraiment l'œuf qui va conférer la volupté du gâteau, qui va faire que le gâteau va gonfler. Alors, première étape, je vais prendre une cuillerée à table de mon sucre que je vais transférer dans ma farine et je mets ça de côté. Aujourd'hui, je vais utiliser un batteur sur socle. À la maison, si vous n'en avez pas, le batteur à main fait très bien le travail. Dans un bol, vous allez mettre le sucre, les œufs et la vanille. Ensuite, j'ajoute mon sucre et la vanille. Et vous allez battre ça pendant au moins 10 minutes. Alors, ça devrait devenir très mousseux et au moins tripler de volume. Ça fait quand même du bien aux oreilles. À la spatule, on va ajouter le beurre fondu tout doucement en pliant.
On va ajouter la farine, mais on va ajouter la farine vraiment doucement et en la tamisant. À la maison, si vous n'avez pas de tamis, c'est pas très grave. Vous pouvez utiliser une cuillère trouée. Alors, vous allez prendre la farine dans votre cuillère trouée et vous allez y aller tout doucement comme ça. Alors, ça tamise la farine, puis ça permet qu'elle ne soit pas ajoutée en grosse quantité qui va faire pouf, puis qui va faire tomber là, la préparation. C'est important d'y aller doucement parce que sinon, vous allez perdre de l'air dans votre gâteau et votre gâteau va devenir vraiment massif. Alors, on va verser la pâte dans la tôle à biscuits sur le papier parchemin ou dans les moules à gâteau. Et dans la plaque, on va prendre toute la préparation d'un coup. On voit qu'il y a encore des bulles d'air dedans et c'est vraiment ça qu'on veut. J'envoie ça au four une douzaine de minutes, mais si vous aviez mis votre gâteau dans des moules ronds, on l'aurait mis 25 minutes. Alors nous, on a choisi de faire le gâteau roulé. Alors pendant que le gâteau cuit, je vais saupoudrer du sucre sur mon linge à vaisselle pour éviter que mon gâteau il colle dessus. Alors c'est le secret. Alors quand c'est cuit, on renverse immédiatement le gâteau sur le linge et on retire la feuille de cuisson et on roule tout de suite. Et on va laisser tiédir comme ça. Si votre gâteau est trop cuit ou si vous attendez trop longtemps avant de le rouler, le gâteau il va craquer, il va casser. Mais s'il craque, ne vous en faites pas, ça m'arrive même à moi aussi. Fait que et là, dans le fond, je vais venir le garnir avec, ici, moi, j'ai une confiture de framboise, mais ça pourrait être une garniture à tarte aussi, à ce que vous voulez, là. Vous pourriez choisir de mettre de la crème glacée, mais si vous mettez de la crème glacée, il faut que votre gâteau soit refroidi, bien entendu, complètement. Puis, on va se garder une petite marge de manœuvre ici, parce que le gâteau, la confiture va certainement couler quand on va la rouler. Fait qu'on n'en mettra pas jusqu'au bout ici, là. Alors, quand on a étendu notre garniture, on va doucement rouler le gâteau avec la garniture et ensuite, on va l'emballer dans le linge roulé pour que notre gâteau refroidisse complètement et qu'il tienne la forme. Moi, je voulais avoir des petites portions de gâteau, alors je l'ai roulé sur ce sens-là. Mais si vous voudriez avoir des plus grosses portions de gâteau, vous pourriez le rouler sur l'autre sens aussi. Maintenant, si on sort de la pâtisserie puis qu'on s'en va plus en cuisine, on va se servir du jaune d'œuf pour émulsifier, c'est-à-dire mélanger deux liquides qui ne sont pas compatibles, par exemple comme l'eau et l'huile. Puisque les deux liquides ne se mélangent pas en temps normal, il faut ajouter un émulsifiant pour aider les molécules d'huile à tenir dans l'eau et éviter, dans le fond, que les ingrédients se séparent. C'est la lécithine qui est contenue dans les œufs qui fait cet effet émulsifiant-là. On va aussi utiliser les œufs pour lier, c'est-à-dire que les protéines qui sont contenues dans l'œuf vont aider à solidifier et à structurer, par exemple, un pain de viande, des boulettes ou des farces. C'est l'œuf qui fait en sorte que ça se tient ensemble. On va servir aussi des œufs pour enrober ou pour sceller. Par exemple, lorsqu'on panne, on va passer les aliments dans l'œuf battu et ensuite dans la chapelure pour que, de un, tous les nutriments ne sortent pas du morceau de viande et de deux, faire coller la chapelure sur le morceau de viande. On va servir aussi des œufs comme colle, par exemple, comme coller deux pâtes ensemble. Pour bien fermer une tarte ou bien fermer un chausson avec une pâte feuilletée, on va mettre un petit peu d'œuf pour que les deux parois se scellent ensemble et que ça ne déborde pas à la cuisson. On va aussi se servir de l'œuf
pour colorer et pour lustrer des aliments. Par exemple, quand on vous demande de dorer une tarte, c'est-à-dire le badigeonner d'un jaune d'œuf ou d'un œuf battu, bien, quand on va exposer votre pâte à la chaleur, la protéine va faire en sorte que ça va devenir tout doré et tout lustré. Faire une belle mayonnaise maison, vous allez avoir besoin de une cuillerée à table de moutarde de Dijon, une gousse d'ail hachée, un jaune d'œuf, 2 cuillerées à table de jus de citron, une tasse d'huile, du sel et du poivre. Quand on fait une mayonnaise, ce qu'il faut faire dans le fond, c'est de émulsionner l'huile avec l'élément acide pour ne pas que ça se divise. Alors, c'est le rôle que notre jaune d'œuf va venir faire. Alors, c'est la lécithine qu'il y a dans le jaune d'œuf qui vient faire ça. Je vais venir mettre le jus de citron. Ici, j'ai du jus de citron, mais vous pourriez prendre n'importe quel élément acide, du vinaigre de vin, du vinaigre balsamique, du vinaigre de cidre, du vinaigre de framboise. Vous pourriez jouer sur tous les plans et avoir beaucoup de plaisir. Fait que ça, c'est ça. Ensuite, la moutarde de Dijon que je viens mettre dedans aussi. Ça vient ajouter beaucoup de parfum. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, ceci dit, si vous avez des huiles différentes. Et si vous n'avez pas de moutarde de Dijon, vous pourriez mettre de la moutarde sèche. Ça fait très bien le travail, la même quantité. Je vais battre ces 3 éléments-là ensemble. Et ensuite, on va ajouter l'huile en filet un petit peu à la fois et on va attendre qu'elle soit complètement intégrée avant d'en remettre. Et vous allez vraiment prendre le temps d'incorporer l'huile dans le mélange d'œufs. Ça va vous prendre quelques minutes pour faire ça et c'est bien normal. Et voilà, c'est monté. Ensuite, je vais ajouter les aromates. Tantôt, je vous ai parlé du vinaigre, mais il en va de même pour les huiles. Vous pourriez choisir une huile végétale régulière, une huile de canola, une huile d'olive. Ceci dit, faites attention avec les huiles parce qu'il y a des huiles qui sont très goûteuses et en mayonnaise, c'est pas toujours intéressant. Fait que faites juste attention puis découvrez vos goûts. Puis vous pouvez les mélanger, les huiles aussi. Alors, si vous voulez avoir de l'huile d'olive, bien, vous pourriez la couper avec un peu d'huile de canola. Le goût serait moins fort, moins mis en avant, le goût de l'huile d'olive, et ça peut très bien faire le travail. Quand vous avez fini de verser votre huile, vous allez saler, poivrer, ajouter vos arômes et l'ail, et vous allez fouetter encore un peu. Et votre mayonnaise, elle est prête. La mayonnaise, comme ça, c'est la base de beaucoup de vinaigrettes. Par exemple, la vinaigrette César ou la vinaigrette Rench. Alors, ça part d'une mayonnaise comme ça. Si vous voulez faire une vinaigrette à partir de là, vous pouvez ajouter n'importe quoi. Un élément sucré, du miel, par exemple, des fines herbes. Tout ça, ça pourrait aromatiser votre mayonnaise et vous pourriez en faire une sauce trempette ou une sauce pour mettre dans un hamburger, n'importe quoi. Tout est bon. Il faut savoir aussi que les œufs, c'est la protéine animale la moins chère. C'est la seule protéine dont le prix n'a pas augmenté depuis 5 ans. Une portion de bœuf haché, environ 100 grammes, ça nous coûte 1,75 $ par personne à l'heure actuelle. Une portion de poulet de 100 grammes aussi, ça nous coûte à l'heure actuelle 2,22 $. Un filet de saumon, pour un 100 grammes toujours, une portion, on parle de 3,58 $. Pour une boîte de thon de 120 grammes, on parle d'1 $. Savez-vous combien ça coûte 2 œufs? C'est 58 sous. 58 sous pour une portion de protéines parfaite, ne l'oublions pas.
Quand vous achetez des œufs, vous avez le choix des calibres de l'œuf. Alors, un œuf très petit pèse moins de 42 grammes. Un œuf petit va peser de 42 à 48 grammes. Un œuf moyen de 49 à 55 grammes. Un gros œuf, on s'entend que c'est celui-là qu'on prend le plus, il va peser de 56 à 62 grammes. Un extra gros va peser de 63 grammes à 69 grammes et les œufs jumbo, 70 grammes ou plus. Il arrive souvent que dans les œufs jumbo, on y retrouve 2 jaunes. Alors, pour la mousse au chocolat, vous allez avoir besoin d'œufs, de chocolat, celui qui vous tente, et de la crème. Et là, pour les quantités, vous allez compter un œuf par personne. Et pour chaque œuf, vous allez compter une demi-tasse de crème et 1 once de chocolat. Fait que c'est vraiment facile. Pour la mousse au chocolat, vous allez prendre une petite casserole que vous allez mettre de l'eau dedans et vous allez déposer un autre bol par-dessus. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est un bain-marie. Là, ici, j'ai beaucoup plus que 2 onces et moi, pour ma part, c'est un restant d'œufs de chocolat de Pâques et ça fait très bien le travail. Vous pourriez prendre du chocolat noir, vous pourriez prendre, je ne sais pas moi, des tablettes de chocolat, n'importe quoi. Ça pourrait même être du chocolat avec du nougat dedans, sauf que ça va ajouter des croquants dans votre mousse. Vous avez vu que je n'ai pas compté. Même si les quantités ne sont pas parfaites, ça va fonctionner quand même. Pendant que votre chocolat fond, vous allez monter vos œufs en neige ferme et vous allez monter la crème en crème fouettée ferme. Ça marche? Fait que je fais 2 affaires en même temps. Hey, je suis une fille. Il va falloir aussi monter la crème en crème fouettée et c'est très important que vous fouettiez vraiment vos blancs d'œufs en premier. Alors, et voilà, ici, on a des beaux pics fermes. Ça veut dire que les pics, ils restent faits quand je remonte mon batteur. Alors, c'est ça qu'on veut. Et tout de suite après, je vais aller fouetter ma crème avec le même batteur. Ça va fonctionner. Alors, c'est la même chose ici, quand ça fait des pics fermes, c'est parce que c'est prêt. Je veux juste vous mentionner ici que moi, c'est un restant de crème 35 % de la crème à cuisson. Et dans le fond, ça monte quand même, c'est juste que c'est un petit peu plus long, mais ça fait très bien le travail. Quand votre crème fouettée est prête, votre chocolat devrait être fondu. Mais je ne veux pas nécessairement qu'il soit vraiment très chaud. Là, faites attention parce que le bol, il est chaud. Et ensuite, on va ajouter les jaunes d'œufs et à la spatule, on va brasser vraiment comme il faut pour que les jaunes d'œufs intègrent comme il faut le chocolat. Alors ça, c'est parfait. Alors, ce que je vais venir faire ensuite, c'est que je vais venir placer la préparation de chocolat, puis je vais la couler comme juste sur le bord ici, là. Ça va, de 1, le refroidir encore plus, et de 2, ça va me permettre de le plier tout doucement avec mon blanc d'œuf. Alors, encore une fois, on va plier doucement pour bien mélanger. Si vous auriez voulu ajouter une touche de personnalité à la mousse, dans votre chocolat et votre jaune d'œuf, vous auriez pu ajouter une touche d'essence de menthe, d'essence d'orange, un petit peu d'alcool aussi comme du Baileys ou du Tia Maria, ou ça pourrait être aussi de la crème de menthe. Alors, pour ajouter une petite touche plus personnelle, vous pourriez faire un truc comme ça. C'est vraiment pas nécessaire, mais des fois, quand on est entre adultes.
Ensuite, on va ajouter la crème fouettée à ça. Vous pouvez vous garder un petit peu de crème pour faire de la déco, mais sinon, moi, je vais toute la mettre aujourd'hui. Et voilà. Et ça aussi, on va venir l'ajouter en pliant. Là, ça a l'air d'une consistance assez molle, mais elle va figer au frigo parce que le chocolat va reprendre ses droits et va figer au froid. On met ça en moule, en verre, en ce que vous voulez et on réfrigère pendant quelques heures avant de manger. Quand on utilise un verre à vin, moi, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui, je vais prendre une cuillère à crème glacée, pas trop grosse, comme ça va me permettre de ne pas tout salir mon verre à vin quand je vais emplir mon verre. Ben, du moins, je vais essayer. Ben oui, hein? J'ai-tu dit de quoi, moi? Attends, je viens d'avoir une idée. Je sais pas si ça va fonctionner. Oui! Ça passerait pas dans un grand restaurant. Est-ce que tu le sais? Mais là, comme on ne reçoit pas la reine d'Angleterre, on va porter ça au frigidaire quelques heures pour que ça fige un peu. Après la ponte, les œufs peuvent être dirigés vers des usines de transformation où on fait des œufs liquides séparés ou des œufs cuits durs. Il y a 2 usines de transformation au Québec et elles sont dans notre région, c'est-à-dire qu'il y en a une à Upton, les fermes Burnbrae, et il y en a une à Saint-Hyacinthe, Viteuf. Mais la plupart des œufs sont envoyés à des postes de classement pour être nettoyés, mirés, pesés, classifiés et emballés. Au Québec, il y a 11 centres de classification, dont 2 dans notre région, c'est-à-dire la ferme Clovis-Gauthier à Saint-Théodore-d'Acton et Nutrieuf ici à Saint-Hyacinthe. Tous ces postes de classement-là ont un code qui commence par Q. Maintenant, pour comprendre ce qui est écrit sur vos œufs, alors le QC, qui est la province de production. Ensuite, vous avez sur l'exemple ici 8Z1005, c'est le numéro du producteur. Et si vous allez sur le site de la Fédération des producteurs du Québec, vous pouvez savoir à quelle ferme l'œuf a été pondu. Ensuite, dans la deuxième ligne, vous avez Q12. Alors ça, c'est le poste de classement. Vous avez aussi FE24, ça c'est la date de péremption, c'est-à-dire ici le 24 février. Et vous avez aussi sur la même ligne A, c'est sa catégorie. Les œufs au Québec peuvent être classés soit des A, soit des B, les A étant les plus beaux et les plus frais. La date de péremption, elle est établie en fonction du jour de la ponte. Alors, les œufs sont acheminés entre 1 et 2 jours après la ponte et on va calculer de 28 à 30 jours à partir de la date d'emballage. Vous pouvez consommer les œufs jusqu'à 2 semaines après cette date à condition qu'ils aient été bien conservés et que vous les mangiez complètement cuits. Vous pouvez aussi manger les œufs s'ils sont légèrement craqués, à condition eux aussi qu'ils soient mangés complètement cuits. Si vous achetez des œufs fermiers, ils ne passent pas par tout le processus, donc ils n'ont pas de code. Alors pour savoir si votre œuf est encore bon, le truc qu'on prône depuis toujours, c'est le test de flottaison. C'est-à-dire si vous déposez un œuf dans une tasse d'eau et que l'œuf coule au fond, il est frais. Plus il remonte, moins il est frais. Quand l'œuf flotte complètement, il est plus bon. La soupe stracciatella, c'est une soupe qui est vraiment intéressante. C'est une soupe originaire, dans le fond, de Rome. Ce qui est bien intéressant avec cette soupe-là, c'est qu'on peut la faire à la portion. Pour la soupe, on va avoir besoin de bouillon, de ciboulette, d'une touche de zeste de citron, un petit peu de fromage parmesan et un œuf. La recette originale vous demande du bouillon de poulet. Aujourd'hui, j'en avais pas. Ça m'arrive des fois à la maison de ne pas en avoir non plus. Et je prends un bouillon de bœuf et ça fait super bien.
Alors, je vais porter mon bouillon à ébullition et pendant que ça chauffe, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger tous les autres ingrédients ensemble et je vais les battre à la fourchette. Alors, quand le bouillon bout, je vais verser mes œufs en brassant avec ma fourchette dans la soupe. Je baisse mon rond un petit peu pour que ça mijote, puis je laisse aller ça pendant 2-3 minutes. Je vous remercie d'avoir été avec moi encore aujourd'hui. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine pour y retrouver toutes les recettes. Je vous invite aussi à aller visiter le site internet oeuf.ca ou lesoeufs.ca où vous allez avoir toutes les informations possibles et impossibles sur les œufs. En attendant, je vous revois la semaine prochaine. On va parler des légumineuses. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.